Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est reparti dans notre chapitre d'histoire, euh, qui, je te le rappelle, est donc la Révolution française. Et ça sera justement la fin de ce chapitre, la fin d'une période historique très importante pour le, le pays de la France. Pour te resituer un petit peu où on s'était arrêté, hein, je te fais un petit résumé. Tu te rappelles que tout a commencé dans l'année 1789, année très très importante, hein, avec beaucoup de choses qui se passent, avec Louis XVI, donc le roi à ce moment qui réunit les États généraux, donc qui réunit les nobles, le clergé et le tiers-État, le peuple, pour une grande réunion, une grande discussion sur ce qu'il faut changer dans le pays et sur les demandes et les plaintes des différents de ces trois ordres-là. Le 14 juillet 1789, fête nationale de la France, hein, maintenant, prise de la Bastille, donc les Parisiens qui attaquent la prison euh, de la Bastille, qui se trouve à Paris, qui est un symbole du pouvoir royal, de l'injustice de tous ces gens qui sont enfermés par le roi, par des décisions qui sont arbitraires, qui ne sont pas égalitaires. En 1789, toujours, événement très important, les représentants du tiers-État, donc tu te rappelles, hein, le tiers-État c'est le peuple, votent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ce texte qui est encore en vigueur, qui existe encore aujourd'hui, et qui déclare que chaque homme naît libre et égaux en droit. Donc dès ta naissance, tu as les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas en fonction de est-ce que tu es le fils d'un riche, est-ce que tu es le fils d'un pauvre, que tu auras tel ou tel droit, mais tout le monde est égaux. Ensuite, aux environs de 1789 jusqu'à l'année 1792, on a encore pas mal de choses qui se passent. Première chose, donc l'Assemblée constituante, donc celle qui a pris le pouvoir à ce moment-là, plus ou moins, rédige une constitution. Une constitution, c'est ce que tous les pays, la plupart des pays dans le monde ont. C'est un texte qui déclare, qui proclame les lois qui sont en vigueur et qui sont décidées dans ce pays. Cette assemblée constituante, la constitution qu'elle rédige, elle dit entre autres que le roi ne gouverne plus seul, ça y est, ce n'est plus lui qui décide tout seul, que les députés et les juges, excuse-moi d'ailleurs, j'ai marqué juste le juge, mais les juges sont désormais élus, hein, ce qui est une chose assez incroyable, vu qu'avant c'était le roi qui décidait de qui était député, qui était juge, etc., alors que maintenant ce sont le peuple qui les élise. Toujours dans cette période, Louis XVI, donc le roi, il a peur, il tente de s'enfuir à l'étranger parce qu'il sent qu'il va être en danger par le peuple qui commence à être vraiment très en colère. Mais alors qu'il s'enfuit, il est arrêté dans la ville de Varennes. Il est reconnu à Varennes et on le ramène à Paris. À la suite de l'Assemblée constituante, on a l'Assemblée législative qui, elle, en fait, c'était elle qui prenait le pouvoir après, qui devait en fait voter les lois pour finaliser, pour confirmer tout ce que l'Assemblée constituante avait fait. Mais malheureusement, elle va rencontrer beaucoup de problèmes, entre autres que le roi va s'opposer aux décisions de l'Assemblée constituante, qu'il commence à y avoir des guerres parce que on a certains pays comme l'Autriche et comme des pays aux alentours de la France qui déclarent la guerre à la France. Donc l'Assemblée législative a du mal à mettre en place ces lois. Le 10 août 1792, les Parisiens prennent d'assaut le palais des Tuileries, là où le roi vivait, et une fois qu'ils ont réussi à attaquer ce palais, ils emprisonnent le roi. Ensuite, on avait déjà vu qu'aux alentours de l'année 1792 jusqu'à l'année 1795, la Convention, donc c'était celle qui avait remplacé l'Assemblée législative, proclame la République le 21 septembre 1792. Donc c'est la première
fois en France qu'on a une république et plus une royauté, donc que ce n'est plus un roi qui est à la tête du pays, mais que les choses sont décidées en votant, avec des lois précises, etc. Donc vraiment, événement extrêmement important. Dans cette convention, tu te le rappelles sûrement, on a certains députés qui sont modérés, ça veut dire qu'ils veulent pas non plus faire des réformes trop violentes, trop fortes, trop dures d'un seul coup, c'est ce qu'on les appelle les Girondins. Et d'autres députés sont beaucoup plus radicaux, ça veut dire que eux, ils veulent aller vraiment beaucoup plus loin. C'est ceux-là qu'on appelle les montagnards, et notamment le plus connu d'entre eux, le chef entre guillemets des montagnards, qui s'appelle Robespierre. Le 21 janvier 1793, chose encore assez incroyable et qui fera vraiment dans tous les pays aux alentours de la France une peur de tous les rois, Louis XVI est guillotiné, donc on lui coupe la tête sur la place de la Concorde à Paris. La terreur s'installe à ce moment-là, c'est Robespierre justement et les montagnards qui prennent le pouvoir. C'est une période très sanglante où finalement ils font supprimer des libertés, ils font exécuter plein de gens. Euh, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la terreur, une période où tout le monde a très peur de ce qui peut lui arriver et, euh, et dans laquelle il est compliqué de savoir sur quel pied danser. Cette terreur, elle finira en 1794 quand justement Robespierre, lui aussi sera guillotiné et, euh, et la terreur prendra fin. En 1795, donc la Convention qui était arrivée, donc il y avait eu l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative et ensuite la Convention. En 95, la Convention se dissout. C'est le début d'une nouvelle direction, de nouvelles personnes qui dirigent le pays. Ça, c'est le début du directoire. Nous, on s'était arrêté ici la dernière fois. Donc maintenant, tu peux prendre ta feuille de la leçon avec les exercices et on va commencer déjà à lire ensemble le premier texte que tu as juste sur ta droite de ta feuille et voir un petit peu ensemble ce qu'on nous demande après. Donc, on commence. Les membres du directoire, donc la nouvelle organisation qui décide, étant incapables de maintenir l'ordre, ils laissent de plus en plus de pouvoir aux chefs militaires. C'est plus tant le directoire qui décide que plus on avance, plus ce sont des généraux, vraiment les chefs de l'armée qui prennent les décisions. Le 9 et 10 novembre 1799, le très ambitieux général Bonaparte, je te rappelle, on avait déjà un peu parlé de lui, qui avait gagné des grandes batailles, profite de la faiblesse du gouvernement du directoire, qui est vraiment pas en position de force. Bonaparte, il prend le pouvoir par un coup d'État militaire. Ça veut dire que grâce à son armée, il ne se fait pas élire, il met fin au directoire en prenant par la force le pouvoir. Il s'impose de manière autoritaire, mais il rétablit l'ordre et obtient le soutien des Français. Malgré le fait qu'il le fasse par la force, il obtient le soutien des Français parce que enfin l'ordre est un peu rétabli en France après des longues années de plein de guerres, de la terreur, de vraiment beaucoup d'événements qui faisaient que tout était très instable. Et là, enfin, grâce à lui, au moins, les choses se calment. Quand il prend le pouvoir, Bonaparte, ça y est, le temps de la Révolution s'achève. C'est la fin, en fait, de ces plusieurs années qu'on appelle la Révolution française. Première chose qu'on te demande, juste à gauche du texte, réponds aux questions. Que fait le général Bonaparte le 9 et 10 novembre 1799 et pourquoi est-il soutenu par le peuple? Je te laisse évidemment, comme d'habitude, mettre pause, répondre, que ce soit sur la feuille si tu l'as ou sur le cahier de brouillon, il n'y a pas de problème. Tu mets pause, tu réponds et on regarde ensemble après. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Donc, qu'est-ce qu'il a fait le 9 et le 10 novembre 1799, Louis-Napoléon Bonaparte? Tout simplement, il a pris le pouvoir par un coup d'État militaire, donc par la force, sans être élu, mais bien grâce à une armée. Mais malgré ça, pourquoi est-ce qu'il est soutenu par le peuple? On l'a dit juste avant, parce qu'il rétablit l'ordre dans le pays, ce que le directoire n'avait pas réussi
à faire. Ok? On continue, on lit le petit texte en dessous. Avant de le lire, tu peux déjà voir, quand tu regardes un texte important, tu peux voir le titre, hein, déjà, des citoyens malheureux, et regarde aussi tout en bas. Qu'est-ce que c'est que cette indication? C'est de dire de où est tiré ce texte, d'où il vient. On voit qu'il vient d'un journal qui s'appelle le Journal révolutionnaire, et on voit quand est-ce qu'il a été écrit ce texte, en juillet 1792. Ok, alors on commence à le lire ensemble. Beaucoup de citoyens souffrent dans les privations. Ils sont réduits à un excès de misère qui saisit le cœur. Il leur manque jusqu'aux vêtements, jusqu'aux aliments. Exténués par la faim et à demi nus, ils passent leur journée à chercher quelques racines. Donc, je fais une petite pause avant qu'on continue à lire. Là, tu comprends qu'on est en train de nous dire qu'à cette époque-là, il y a énormément de gens en France qui sont dans une misère la plus totale, qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont même pas de quoi s'habiller. Donc, une situation vraiment compliquée. Mais par ailleurs, dans un autre côté, on a autre chose, et là on va continuer à lire le texte ensemble, on continue. À côté de ces malheureux, on voit des riches qui dorment sur le duvet, ça veut dire sur des matelas assez agréables, qui dévorent en un seul repas la subsistance de 100 familles. On nous dit que eux, alors c'est exagéré hein, évidemment, mais on te dit qu'en un repas, ces riches mangent comme ce que 100 familles pauvres pourraient manger. Donc ils mangent énormément alors qu'il y en a qui n'ont plus rien à manger. Ces riches, on continue à lire, ce sont eux qui commandent aux autres et que l'or a rendu maître des destinées du peuple. Hein. Donc on se rend compte que c'est à cause du fait qu'ils soient si riches que c'est ce qui leur permet d'avoir tous les pouvoirs et de tout commander et d'être les maîtres. Quelles questions on te pose? Réponds aux questions. De quoi souffrent les pauvres citoyens et quelles accusations sont portées contre les riches? Qu'est-ce qu'on leur reproche hein, dans la deuxième partie du texte? Je te laisse répondre et on regarde ensemble après. Alors, de quoi souffrent les citoyens, les pauvres? Tout simplement, on vient de le dire, hein, ils souffrent de la misère, donc de la faim, ils ont rien à manger, ils ont même pas de quoi s'habiller, etc. La pauvreté la plus totale. Et qu'est-ce qu'on reproche aux riches? À l'inverse, eux, ils dorment sur des lits agréables, ils mangent beaucoup plus que les pauvres, mais surtout, on leur reproche que c'est grâce à leur argent que ça leur permet de tout commander, de donner les ordres et d'être vraiment les maîtres du pays. Ce qu'on trouve complètement injuste et inégalitaire. Alors là, on va voir quelque chose que tu commences à connaître, j'espère maintenant, hein, ce qu'on appelle donc une frise historique, une frise chronologique. Donc regarde, hein, c'est cette sorte de flèche. Tu vois en haut, on a les années qui passent, 1792, 1793, 1794, etc. Donc c'est le temps qui passe. On te demande quoi dans la consigne? On va te demander de retrouver la date de chaque événement dont on te parle et d'écrire la lettre correspondante à chaque date. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde en bas, on a un certain nombre d'événements. Par exemple, le premier, on te parle de la victoire de Fleurus en Belgique. Il va falloir que tu retrouves dans tes documents, dans les pages de tes leçons, où on te parle de cette victoire. Première chose que tu vas devoir trouver, c'est la date. À quelle date s'est passé cet événement? Et ensuite, il va falloir que tu ailles regarder, tu regardes sur la frise chronologique, là, sur la flèche, tu as un certain nombre de petites lettres, de repères A, B, C, D, E, et tu vois qu'on les a placées à un certain moment du temps. Par exemple, tu vois, le A, ça veut dire que c'est un événement qui se passe à peu près dans la fin de l'année 1792. Alors que, par exemple, le C, il est plutôt, on va dire, juste avant le milieu de l'année 1794. Donc, une fois que tu auras trouvé la date de l'événement, tu pourras ici écrire la lettre qui correspond où est-ce que cet événement se place sur la frise chronologique. Ok? Alors, avant peut-être que tu commences, pour que tu n'ailles pas relire toutes tes pages, je vais quand même te donner, comme tu le sais, je suis toujours gentil, je te donne un petit indice, un gros indice. Toutes tes réponses se trouvent page 4 de ton chapitre. Alors vas-y, va chercher les dates et après essaye de trouver à quelle lettre elles correspondent.
Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est pas grave, hein, si tu les as pas toutes trouvées, on va regarder ensemble. Victoire de Fleurus, Belgique, moment où justement Napoléon Bonaparte gagne cette victoire. Ça a lieu le 26 juin 1794. L'exécution de Louis XVI quand il est guillotiné, le 21 janvier 1793. Proclamation de la République, là c'est la Convention qui pour la première fois proclame une République en France, le 21 septembre 1792. Fin de la Convention se dissout, elle arrête d'exister, et c'est le début du directoire, donc 5 personnes différentes qui prennent le pouvoir, qui décident. Ça, c'était le 26 octobre 1795. L'exécution de Robespierre et de ses amis, hein, qui met fin à la terreur, ça avait lieu le 28 juillet 1784. Une fois que tu avais fait ça, si tu as pas forcément réussi à trouver les lettres, qu'est-ce que je faisais? Je regardais les dates de mes événements et je les classais, chaque événement, dans l'ordre chronologique. Tu te rappelles, l'ordre chronologique, on en avait déjà parlé, par exemple, dans Ulysse ou dans Hercule. Un ordre chronologique, ça veut dire remettre les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont passés. Donc du premier événement, la première chose qui est arrivée, jusqu'à la dernière qui est arrivée. Là, tu vois bien, t'imagines bien que quelque chose qui s'est passé en 1792, c'était avant quelque chose qui s'est passé en 1793. Donc essaye de les remettre dans l'ordre, ça donnait quoi? Ça donnait mon premier événement, c'était celui-là, mon deuxième, celui-là, mon troisième, mon quatrième et mon cinquième. Hein, donc de 1792 le premier jusqu'au dernier qui se passe en 1795. Après, donc il suffisait que je remette mes lettres. Donc c'était bien mon A ici, mon premier événement, mon B, mon C, mon D et mon E. D'accord? Donc c'est pas très grave si tu n'as pas tout réussi, mais je te l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, il faut vraiment essayer de comprendre maintenant comment ça marche une frise chronologique, une frise historique, hein. Trouver les dates des événements et pouvoir les replacer à peu près, hein. C'est pas important qu'ils soient exactement au bon endroit, mais qu'on ait une idée de dans quelle année ça se passe et est-ce que c'est plutôt au début ou à la fin de l'année, par exemple. On continue avec ta dernière feuille, donc tu la connais celle-ci, hein, c'est celle qui te résume tout ce chapitre qui est un gros chapitre d'histoire, hein. La première chose, on te l'a résumé comment? Sous forme justement de frise chronologique. Donc qu'est-ce que tu vois dans cette frise? Tu vois en haut, on a le moment où qui était au pouvoir, enfin quel groupe, quelle organisation était qui prenait les décisions. Donc la première, l'Assemblée constituante, elle a existé à peu près aux alentours de ces années-là, hein, de 89 jusqu'à 91. L'Assemblée législative, elle a duré à peu près voilà, de l'année 91 à l'année 92 environ. La Convention, qui a pris le pouvoir ensuite, elle a duré pendant à peu près ces 3 années-là. Et à la fin, il y a eu le Directoire, lui, qui était dans l'année 1795. Ce que tu as tout en bas, ici, c'est que, regarde, dans l'année 1789, il s'est passé tellement de choses qu'on ne pouvait pas toutes les mettre sur celle du dessus. Donc des fois, tu as le droit sur une frise chronologique de faire une sorte de zoom, hein, comme si tu zoomais avec ton téléphone, euh, pour dire, voilà, pendant cette année-là, il s'est passé tout ça. Donc là, ça, on en a déjà parlé, hein, dans l'année 89, réunion des États généraux, prise de la Bastille, abolition des privilèges, etc. Donc ça, c'est te résumer la leçon sous forme temporelle, sous forme du temps qui passe. Ensuite, tu le connais, hein, ce moment-là, on l'a déjà fait. À chaque chapitre d'histoire, on le fait, en géographie aussi, avec mon petit texte, avec mes trous à remplir. Donc là, ça va te demander pas mal de travail, je te le dis tout de suite. Enfin, comme d'habitude, tu ne vas pas te décourager, parce que ça, je vous connais. Je sais que assez vite, tu te dirais non, c'est bon, j'y arrive pas et j'arrête. Mais alors qu'il suffit que tu relises les textes et, comme par hasard, tu trouves les bonnes réponses, même si tu les trouves pas toutes, mais une grande partie, et c'est ça le plus important. Et en plus de ça, je vais t'aider. Tu vois que je t'ai pas mis tout le texte en entier, je t'ai mis qu'une seule partie du texte. Pourquoi ça? Parce que je vais te dire à quelle page correspondent les réponses.
Cette première partie du texte qui va jusqu'à la ligne que tu vois en bas, hein, le 26 août 1789, toutes ces réponses sont dans la page 1 de ton chapitre. Donc voilà, maintenant c'est à toi de jouer, aller relire ta page 1 et remplir les trous de ce texte. Ça y est, c'est bon pour toi. J'espère, comme d'hab, que tu n'as pas laissé tourner la vidéo et juste en attente des réponses. C'était à toi d'aller les chercher, même si, comme d'habitude, ce n'est pas grave si tu ne les as pas toutes trouvées. Alors, on commence. En 1789, la monarchie absolue est critiquée par les philosophes qui demandent Alors, qu'est-ce qu'ils demandent, ces philosophes? Ils demandent des libertés, des égalités, la fin des privilèges des nobles. Louis XVI convoque, donc réunit les États généraux qui représentent les trois ordres. Donc les trois ordres, ce sont ces trois parties de la population française que sont d'une part les nobles, les riches, les aristocrates, d'autre part le clergé, les gens d'église, et enfin le tiers-état, le peuple. Et il fait rédiger les cahiers de doléances, ça on en avait un petit peu parlé, hein, ce sont ces cahiers dans lesquels tous les trois ordres ont écrit ce qu'ils pensaient qu'il fallait changer, ce que pour eux n'était pas bien dans l'état actuel. Donc c'était des cahiers pour dire, nous, qu'est-ce qu'on veut changer. Donc il fait écrire ces cahiers de doléances dans le pays. Lors du serment du jeu de paume, c'est une salle dans le château de Versailles, les représentants promettent de donner une constitution à la France et se forment en assemblée constituante. Donc ils ont décidé de faire cette constitution, ça je ne vais pas tout le temps te le répéter, hein. C'est donc un texte qui pose à l'écrit toutes les lois et les règles qui vont maintenant s'appliquer en France. Et justement, cette assemblée constituante, c'est constituante constitution, c'est son rôle, écrire cette constitution. Le 14 juillet, les Parisiens prennent d'assaut la prison de la Bastille, ça j'espère que tout le monde avait bon. Dans la nuit du 4 août, les privilèges sont abolis, ça veut dire que ça y est, c'est la fin du fait que certaines personnes, parce que ce sont des nobles, ont beaucoup plus de droits que les autres, ça c'est fini. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée. On continue, regarde bien de quelle ligne à quelle ligne c'est dans ta leçon. Et tout ça, ce sont tes réponses qui sont page 3 de ton chapitre. Alors, qu'est-ce que tu as marqué? La France est organisée en 83 départements. Le roi, qui n'est pas d'accord avec ces réformes, tente de fuir, mais est arrêté à Varennes le 21 juin 1791. L'Assemblée, alors donc maintenant, c'est plus la constituante, c'est la nouvelle, l'Assemblée législative remplace la constituante en octobre 1791, après avoir adopté une constitution. Celle-ci, donc l'Assemblée législative, divise le pouvoir en trois. Le législatif, l'Assemblée nationale, donc législatif, c'est tout ce qui s'occupe des lois. L'exécutif, le roi et les ministres, c'est tout justement qui exécute les rois. Et le judiciaire, les juges, rend la justice. Le 10 août 1792, les Parisiens prennent d'assaut les Tuileries, le palais des Tuileries, là où vit le roi, et l'Assemblée vote la mort du roi. On continue, comme d'habitude, n'essaye pas de tout faire d'un coup, essaye de faire comme moi dans les mêmes parties de texte, et tout ça, tes réponses sont page 4. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? J'espère que tu ne t'es pas découragé. Comme d'habitude, là, je sais que oui, comme c'est un gros chapitre, la Révolution française, ce résumé avec ce texte à trous, il est long et pas forcément facile, mais il faut pas se décourager et tout donner. On commence une nouvelle assemblée, donc plus la constituante, plus la législative, maintenant c'est la convention, proclame la République le 21 septembre. Mais les députés sont divisés. Alors, il y a deux partis dans les députés, tu t'en rappelles. Il y a les Girondins, qui sont donc les modérés,
veulent ralentir les réformes, alors que les montagnards, comme Robespierre, Danton ou Marat, eux, ils veulent aller plus loin. Le 21 janvier 1793, coup de tonnerre en Europe, Louis XVI, le roi, est guillotiné. En 1793, les montagnards prennent le pouvoir, reviennent sur les acquis de la Révolution. Malheureusement, ils suppriment des libertés et ils font exécuter des milliers de personnes. C'est la terreur, tu te rappelles, cette période sanglante où plein de gens sont exécutés. Cette terreur, elle prend fin le 28 juillet 1794 avec le fait que Robespierre soit guillotiné. Fin 1795, la Convention se dissout. Toutes tes réponses, page 5, avec la fin. Le directoire, composé de 5 personnes, n'arrive pas à faire régner l'ordre. En novembre 1799, par un coup d'État, par un coup de force, le général Bonaparte prend le pouvoir de manière autoritaire et rétablit l'ordre. C'est la fin de la Révolution et on verra les prochaines fois ce qui se passera dans la suite de notre histoire. Voilà, écoute, c'est très bien si tu as tout essayé jusqu'à la fin, je te félicite. Je te dis au revoir et à la prochaine.